On atteint la description du fémur. C'est l'os le plus long et le plus lourd du squelette humain. Et comme tout os long, il présente une diaphyse et deux épiphyses, proximale et distale. On va commencer par l'épiphyse proximale. Elle est sous la forme de côte et comprend une tête, un col et deux trochantères. La tête fémorale est une saillie articulaire lisse. Elle présente une dépression centrale appelée fovea capitis, dans laquelle s'insère le ligament de la tête fémorale. Ensuite, on a le col fémoral qui est situé entre la tête et le massif trochanterien. Ici, je veux vous donner quelques informations que vous n'êtes pas censé apprendre. C'est juste pour savoir. Donc, le col, son grand axe, forme avec l'axe de la diaphyse un angle d'inclinaison de 125 degrés. Je vais essayer de vous montrer au maximum. Et il forme avec le grand axe de l'épiphyse distale un angle de déclinaison de 15 degrés. La face antérieure du col fémoral est limitée latéralement par la ligne intertrochantérique et sa face postérieure elle est limitée latéralement par la crête intertrochantérique. Son bord supérieur, quand vous remarquez, il est court, il est presque horizontal, tandis que son bord inférieur il est concave en bas, il est oblique et il est plus long que le bord supérieur. Passons au trochanter. On distingue le grand trochanter qui est une éminence supérolatérale. Elle est supérieure, elle est latérale et elle est également antérieure. Tandis que le petit trochanter, c'est une éminence qui est postérieure, elle est médiale et elle est inférieure. Et on finit avec l'épiphyse proximale. On va passer à l'épiphyse distale. Elle est volumineuse et plus étendue transversalement. Sa face postérieure, saillante, est divisée par la fosse intercondylaire en deux condyles, le condyle médial et le condyle latéral. Sa face antérieure est occupée par la surface patellaire qui répond à la patella. Les faces inférieures, ainsi également que postérieures, comportent la fosse intercondylaire et les surfaces articulaires des condyles fémoraux qui s'articulent avec le tibia. Ces deux surfaces articulaires sont en continuité avec la surface patellaire. Il ne nous reste que de parler un peu des faces latérales et médiales qui sont occupées successivement par l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. On va terminer par la diaphyse qui présente à décrire trois faces et trois bords. Une face antérieure, une face postéro-latérale, une face postéro-médiale. Concernant les bords, on distingue un bord médial,
un bord latéral et un bord postérieur qui est le plus tranchant. On va s'intéresser au bord postérieur. Au niveau de sa partie supérieure, il se trifurque, donnant celle-là est la tubérosité glutéale, la ligne pectinée et finalement on a la ligne spirale. Donc je répète, le bord postérieur, au niveau de sa partie supérieure, il se trifurque, donnant de dehors en dedans la tubérosité glutéale, la ligne pectinée, la ligne spirale. Vous pouvez, pour bien se souvenir de cette bifurcation, il y a une abréviation GPS, tubérosité glutéale, donc c'est G, ligne pectinée, donc c'est P, ligne spirale, et donc c'est S. Le bord postérieur dans sa partie moyenne, il se bifurque, formé par deux lèvres, latérales et médiales, séparées par un interstice étroit, c'est-à-dire par un espace de petite taille. On reste également avec le bord postérieur, mais juste dans sa partie inférieure, où il se bifurque, donnant les deux crêtes supracondylaires latérales. Celle-là, c'est la crête supracondylaire latérale. Celle-là, c'est la crête supracondylaire médiale. Je vais juste vous donner quelques informations concernant la luxation congénitale de la hanche. C'est une pathologie qui reste assez fréquente chez les nouveau-nés. Elle se définit par la perte des rapports normaux entre la tête fémorale et l'acétabulum. C'est-à-dire la tête fémorale qui normalement elle siège dans l'acétabulum, elle est au cours de cette pathologie en dehors, entièrement ou partiellement. Cette pathologie intéresse surtout le sexe féminin avec un sexe ratio de 8 filles pour 2 garçons. Le diagnostic clinique se fait par deux méthodes, ce qu'on appelle deux qui sont la manœuvre d'Ortolani et la manœuvre de Barlow. Juste une remarque que la manœuvre de Barlow, elle est plus performante dans le diagnostic parce qu'elle va examiner chaque hanche à côté. Au contraire de la manœuvre d'Ortolani qui va examiner les deux hanches en même temps, donc elle est ainsi moins performante. Une dernière remarque, lorsque vous allez un jour en urgence, par exemple, vous allez recevoir un patient chez lequel vous suspectez une fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Vous pouvez, chez ce patient-là, remarquer une attitude particulière de son membre inférieur. En effet, dans un tel cas, vous allez trouver que le membre atteint se caractérise par une rotation externe et un raccourcissement. Ces deux signes orientent vers la fracture de l'extrémité supérieure du fémur.